Et donc, on va en venir, si vous voulez bien, à nos témoignages. Donc, deux dynamiques exemplaires animées par des femmes, du sexisme de la remarque. Et voilà. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, en gros, un peu les questions, c'est quels enjeux concrets pour votre établissement, à la fois votre établissement, les soignants, les soignants, les employeurs, en gros, parce qu'il y a une question d'attractivité très importante. Vous, j'allais dire, à mi-2024, là maintenant, quel diagnostic vous posez là-dessus sur cette évolution, comment vous le voyez, hein, et puis quelles actions, quels programmes vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Et donc, parole, si vous voulez bien, maintenant à vous les micros, à Carline Amiel et Sabrine Berada sur le centre de prévention et travail, donc monté au sein de l'hôpital Foch, avec les initiales que vous voyez là. C'est un peu plus que seulement l'abri, l'ILR, hein. Ce bidule, l'ILR, c'est l'Institut Line Renault. Voilà. Parole est à vous. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci Anne-Marie de votre invitation. C'est la deuxième année qu'on se retrouve à Préventica pour parler du centre prévention et travail. Et voilà, on va essayer de vous montrer en application concrète ce que Sabrine et moi, vous m'entendez tous, on a réussi à mettre en place. Donc moi, je suis le docteur Carline Amiel, médecin du travail de formation, 20 ans d'assistance publique des hôpitaux de Paris, puis ensuite j'ai rejoint l'hôpital Foch qui est un ESPIC. J'ai entraîné Sabrine avec moi dans l'aventure de l'hôpital Foch et c'est grâce à elle que le centre prévention et travail a pu voir le jour, en tout cas a pu ouvrir ses portes le 27 mars de l'année dernière, et tout ça grâce à une grosse implication sur le terrain. On est des professionnels qui tournons beaucoup dans l'hôpital, donc on a une activité exclusivement hospitalière et Sabrine va vous le raconter mieux que moi. Ce centre est vraiment né du terrain. Donc moi je suis chef du département travail et santé, donc je m'occupe avec elle du service de santé au travail et on s'occupe aussi toutes les deux du centre prévention et travail qui a sa particularité qu'on va vous décrire. Donc je te laisse la parole pour la genèse et l'aventure. Merci. Alors, je vais me décrire un petit peu avant pour comprendre un peu comment est sorti de notre tête le centre prévention et travail, et après pour vous le décrire et vous donner quelques chiffres, vraiment le terrain. Alors moi, je suis psychologue du travail des organisations de base, et puis avec le centre, je suis devenue directrice de ce centre parce qu'on voulait garder un peu la main sur ce que l'on a pu faire. Alors, durant la période Covid, le monde hospitalier a été durement frappé. Donc les premières vagues, ça allait parce qu'il y avait ce côté adrénaline, cohésion d'équipe, on faisait face. Et puis les vagues successives faisaient que fatigue, lassitude, on a commencé à avoir des troubles du sommeil, troubles alimentaires, donc des services, notamment les soins techniques, réanimation, le bloc opérateur qui est devenu de la réa, la salle de réveil, où les salariés perdaient beaucoup de poids. À l'inverse, d'autres services où les salariés prenaient du poids. Ils étaient agacés, on avait des collectifs de travail qui s'érodaient. Beaucoup de conflits et puis on commençait à avoir des traumas. L'exemple que je donne souvent, c'est la fermeture éclair. Quand vous fermez votre blouson, le bruit. Quand j'ai reçu une salariée en consultation, elle, c'était les housses mortuaires. La première et la deuxième, parce qu'à l'époque, sur tous les défunts décédés du Covid, c'était 2 housses mortuaires. Et on se dit, alors, le service santé au travail était devenu en fait un centre de dépistage, PCR. Voilà, je l'appelais médecin des cotons-tiges. On ne faisait que ça, et donc moi, plus de consultation dans mon bureau, j'allais sur le terrain. Donc vous voyez, on est encore en basket, on les garde, et donc c'est 2300 salariés l'hôpital Foch, et on allait voir tous les services, tous les salariés, de jour comme de nuit. Bon, j'ai pour habitude de donner des chocolats et des bonbons, ce qui n'est pas mon côté nutrition, mais je dis que c'est d'abord le moral. Et du coup, j'échangeais avec eux, on gardait le contact, on créait du lien. Ça, c'est important pour vous, pour le mettre sur le terrain. La confiance. Quand vous avez la confiance des équipes, des professionnels, ils vous racontent tout. Ils vous montrent déjà, il faut s'intéresser au métier. Donc quand on s'intéresse là-dessus, on se dit, mais il y a quelque chose à faire. Moi, cadre, j'avais pas le temps de faire mes lunettes. J'avais pas le temps d'aller voir le dermato. Et en échangeant avec les salariés, je me dis qu'en fait, mon petit cas, en fait, était similaire. Simplement, eux, ou plutôt
elles, parce qu'en grande majorité, le monde hospitalier, ce sont des femmes, mais c'est équivalent aussi pour les hommes à l'hôpital, ne prenez pas soin d'eux. Parce qu'il y a les contraintes organisationnelles, avant tout. Quand vous prenez... alors nous, on est en Île-de-France. Donc on se dit que sur l'offre de soins, on est plutôt bien doté. Mais quand vous allez voir un dermatologue, vous avez un rendez-vous dans 6 mois, 9 mois. Simplement, vous n'avez pas les plannings. Quand vous êtes un soignant, vous n'avez pas votre planning à 6 mois, 9 mois. Et avec les contraintes organisationnelles et le turnover, avec le sous-effectif, vous devez tout le temps réadapter. Donc en fait, les personnes annulent les rendez-vous. Et généralement, on prend le rendez-vous, d'ailleurs c'est très français, quand on est malade. On n'est jamais sur de la prévention primaire. On ne dit pas, je vais faire un check-up. Et les personnes que l'on a privilégient leur vie de famille, c'est-à-dire, bon, je vais chez le médecin que pour mon enfant, pas pour moi. Quand la consultation médicale, du coup, là, plutôt le docteur Amiel, dernier frottis, dernière visite chez un gynéco. Alors là. Donc on se dit là, il y a vraiment une fenêtre de tir à jouer post-Covid. Parce que durant le Covid, on a mis plein de choses en place, mais de manière très éphémère, de la réalité virtuelle, de l'archerie-tac, c'est des arcs et des flèches pour le côté collectif de travail. Mais il fallait aller plus loin. Et là, on se dit, mais en fait, sur le volet santé, il y a quelque chose à faire. En échangeant avec les salariés, toujours le terrain, on a cette problématique de confidentialité. Je vais pas. On se dit pourtant, on est dans un hôpital. À Foch, en plus, on a une offre de soins extrêmement large. Pourquoi on va pas chez l'ophtalmo à Foch Foch, c'est l'hôpital. Non, je vais pas voir mon collègue en fait. Et ça, c'est que le côté ophtalmo. Alors sur le côté gynéco, vous doutez bien que la contrainte est bien plus complexe. Et là, on se dit, il y a un truc. Donc, la boutette que je fais tout le temps, c'est, je vais dans le bureau de ma DGA. Il y a le DG, Jacques L'Église. Il me dit, Sabrine, est-ce que vous avez une idée? Je dis, ouais, là j'ai une idée, post-Covid. Là j'ai une idée, mais qui coûtera plus cher que ce qu'on a pu mettre en place. Plus cher que les bonbons, plus cher que les pop-corn, que l'archerie-tac, la réalité virtuelle. Mais il y a un truc. Il me dit, ok, dites-moi. Donc je dis, un mini-hôpital dans l'hôpital. Il me dit, ah ouais, ok, faites-moi un business plan. On part comme ça l'été, on se dit, business plan, moi je suis psy du travail, médecin du travail. Je tape sur internet business plan, je vois des trucs, je me dis c'est quoi tous ces chiffres? Comment on les calcule? Et alors on donne quelque chose qui a rien à voir, il me dit ouais ça c'est une idée. Donc nous on est un peu blessés parce qu'on a bossé tout l'été dessus et ce qui était vrai c'était qu'une idée. Et on nous a aidés et en fait le centre prévention et travail c'est alors un mini hôpital, c'est à proximité de l'hôpital, on n'a pas voulu le faire dans l'hôpital justement, donc c'est à 5 minutes à pied. Et les salariés vont dans ce lieu spécifique. Et donc voilà, on a alors c'est 3 typologies. On a des consultations, des ateliers et un volet recherche et tout ce qui est start-up, en tout cas un volet recherche et nouveaux équipements avec les start-up que l'on est en train de mettre en place. Donc là notamment avec le volet ESSEC où il y a il y a une pépinière. Sur les consultations, on se dit on va faire quelque chose qui allez de la tête aux pieds. Alors la tête pour nous c'est pas la neuro parce qu'on est sur la prévention primaire, on se dit que les nôtres quand même ont tout bien en place, savent lire l'heure, ça devrait aller. Alors du coup on est plutôt sur le côté ophtalmo, un bilan visuel parce qu'on a quelle que soit la fonction, ils sont tous derrière un ordinateur. Une aide-soignante, un infirmier. Derrière l'ergotron, c'est le côté administratif. Nos administratifs, pour le coup, ils sont toujours derrière je vais me dépêcher. Donc voilà, on se dit, il y a vraiment une problématique. Et puis, si moi, j'ai pas réussi, j'avais une prescription médicale, j'avais ma presse, mais j'ai pas pu faire mes lunettes. Et donc, elle était plus valable. Je me dis, mais les autres, c'est la même chose. Donc, on a du coup un orthoptiste pour tout ce qui est bilan visuel. On a un médecin G qui fait 3 typologies, du dépistage cutané pour tout ce qui est grain de beauté.
Et si je peux me permettre, Oui. plus, sur le mental, sur ce qui est plus Oui. Alors, sur le particulièrement mental, les spécificités mentales, Alors, je dirais à du la coup- fois du côté de la demande, Ouais. je veux dire en gros ce qui vous a dû vous pousser aussi à monter globalement à monter des choses, et puis sur l'intégration, je dirais globalement Caroline aussi de votre côté, sur l'ensemble et notamment sur le plan je dirais des répercussions management, organisation et besoin de ce côté-là. Alors, sur l'importance de ces activités, c'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez santé mentale, est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va, mais sans plus. Mais dites-moi plus. On n'a pas. Et en fait, ça, c'est une porte d'entrée. Quand vous commencez à toucher un soignant, pour nous, ce sont des hospitaliers, hein, même la secrétaire administrative, quand on commence à toucher la personne, à s'occuper d'elle, mais sur son corps, et qu'on commence à lui dire après, c'est ce que je vous disais, la confiance, comment vous allez, comment ça se passe, est-ce que vous dormez bien? Là, on a une porte d'entrée, on a pareil, hein, cette petite brèche qui nous permet d'accéder au côté psychique. Et moi, je l'ai vécu parce que ça fait 8 ans maintenant que je travaille sur l'établissement. Je dis pas, venez voir la psy du travail. Venez, on va prendre un café. Et là, on commence à parler en échange et on se livre. Parce que quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, il est jamais malade. Il est pas malade, il va bien. Alors quand on est sur le côté psychique, c'est encore plus dur. Je vous parlais tout à l'heure des ateliers. On a 2 types d'ateliers sur le volet psy. Les troubles du sommeil, notamment avec le réseau Morphée, et le vécu au travail. Donc là, la particularité que l'on a mis en place sur le centre prévention et travail, c'est que c'est ouvert à tous. Et l'intérêt, contrairement à ce que je fais moi sur le terrain dans l'hôpital avec le volet santé au travail, c'est que là, c'est des services qui se rencontrent. C'est l'infirmière de neuro qui va avec le médecin réa, et ensemble peuvent parler de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, hein, puisqu'ils n'ont pas vécu la même situation, mais avec la même charge émotionnelle. Ah, il y a eu un décès, ok, moi aussi j'ai vécu un décès, je comprends ce que tu as vécu. Et c'est ce partage de vécu. Et ça, on peut le voir alors, pour mon côté terrain, quand j'interviens dans les services, quand je réorganise des services, parce que ça part de ça, mon job initial, c'est ça, c'est psy du travail, donc je m'occupe des salariés et des réorganisations de services quand ça se passe mal, quand il y a un sous-effectif, un turnover important, je vais comprendre. Et donc on fait ce qu'on appelle des groupes de parole, mais là dans le service où on a une problématique, et l'important c'est que chacun puisse parler, alors toujours avec le je, j'ai le sentiment, je ressens, et qu'il est partagé. Et donc là, on enlève ce côté, ce volet solitude, où on a l'impression d'être tout seul avec cette problématique. On le partage. Et on voit qu'on n'est pas seul à partager une détresse. Je donne la parole, si tu veux, Oui, non, mais là-dessus. alors après, juste peut-être pour compléter en disant la correspondance entre le service de santé au travail et le centre prévention et travail. En santé au travail, on a de la réglementation, c'est de la consultation individuelle, que ce soit avec le psychologue du travail et les organisations, le médecin du travail. On s'occupe d'une personne. Et effectivement, il faut gratter un peu, il faut gagner sa confiance, il faut comprendre les problématiques de terrain pour ensuite faire ce que j'appelle entre guillemets cette alliance thérapeutique pour pouvoir accompagner le salarié dans cette situation complexe et essayer de lui apporter une alternative. Sabrine occupe beaucoup le terrain par rapport à ça, donc elle réunit ses composantes, et moi dans le cadre de la consultation, bien évidemment, quand il y a une problématique de santé où le salarié n'est pas en capacité de travailler, il est out pendant quelques temps, et ensuite la réintégration au travail se fait avec ce volet psychologique pour voir si on peut continuer ou pas à exercer dans le même environnement, est-ce qu'on change de service. Bon, tout ça c'est de la santé au travail pure. La particularité du centre avec les ateliers, c'est que là vous n'êtes plus sur de l'individuel, mais vous réunissez des personnes avec une composante similaire. Et l'objectif, c'était aussi de les sortir de l'hôpital et de les mettre dans un environnement qui ne ressemble pas à l'hôpital, qui ne ressemble pas à leur service. Là, on n'a pas de photos, mais vous irez sur Internet, si vous êtes un peu curieux, vous regarderez un petit peu le côté déco du centre. Et en fait, on a voulu faire en sorte que le salarié soit comme à la maison. Alors, on a un côté déco. Sabrine a choisi une vraie pompe à essence dans la salle d'attente. On ouvre la pompe à essence, on va se chercher un jus de fruits. Enfin, voilà. On est dans un environnement, et ça on l'a vécu pendant le Covid, où on a besoin que les salariés soient sortis de leur contexte de travail et voient autre chose pendant 20 minutes, une demi-heure. Et avec ce premier lien de confiance, on les accompagne sur une prise en charge, pour le coup, qui est collective pour nous, parce qu'on les accompagne ensemble, mais avec un objectif commun, c'est de s'occuper du salarié en tant qu'entité, parce que le reste du temps, il s'oublie, et si on n'est pas là pour essayer de le rattraper un tout petit peu, et surtout tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne se prenne le mur. Enfin, c'est
triste à dire, mais c'est souvent ce qu'on dit en consultation. Notre objectif, c'est de leur faire comprendre avec notre regard extérieur à quel moment il faut être en capacité de s'arrêter, à quel moment on peut être là pour les accompagner toutes les deux avec nos spécificités pour justement leur permettre de continuer leur activité professionnelle de la manière la plus épanouissante possible. L'objectif, c'est quand on se lève le matin, c'est d'être quand même content de faire ce qu'on fait. Ce métier, on le choisit par vocation et dans notre idée, alors c'est peut-être un peu un idéal pour nous, mais c'est de se dire, on essaye d'enlever le maximum de contraintes acceptables aujourd'hui pour continuer de venir en aide à ces patients qu'on a choisis parce qu'on est là pour eux au quotidien. Donc voilà, c'était juste la petite complémentarité que je voulais ajouter et avec la particularité du centre et de ses ateliers. Une question encore un peu complémentaire pour l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, enfin dans le sens que vous voulez, j'allais dire, peut-être, Karine, vu du côté, j'allais dire, de l'organisation elle-même, c'est-à-dire du bénéfice, si on peut dire, apporté, ou du besoin aussi, apporté à l'organisation, parce que c'est pas tombé du ciel. Alors, ils ont la chance, je cafte pendant qu'ils sont pas là, mais d'avoir effectivement deux patrons, aussi bien Jacques Léglise que Florian de Dedelsen, qui sont les deux très centrés sur l'avenir et autres, et qui vous ont fait confiance, parce que c'est vrai que c'était un pari complet, votre bidule, et que ça marche bien, et donc bravo. Là, vu de l'autre côté, et du côté, j'allais dire, de tous les ennuis, ou les difficultés, ou les défis de fonctionnement, à la fois au quotidien et stratégique que vous avez, voilà, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi c'est... Alors, c'est vrai que la direction générale est importante, on le sait, hein, dans les établissements dans lesquels on travaille, quand on est porté par une DG qui nous fait confiance, qui nous accompagne, qui nous donne les moyens de le faire, forcément, c'est plus simple que si on a un directeur qui est un peu en opposition avec ce qu'on fait. Nous, on a mis en place plein de choses pendant le Covid et on nous a fait confiance parce que les directions se sont rendues compte que ça avait fonctionné, qu'on avait l'adhésion des salariés et que ça marchait plutôt bien. On a eu carte blanche pour la création du centre, clairement. Et aujourd'hui, on occupe le terrain. Sabrine occupe plus le terrain que moi. Sabrine est en contact avec tous les cadres de l'établissement, les cadres sub, tous les directeurs. Et forcément, dès qu'il y a une problématique qui est repérée, elle a déjà tissé ce lien, cet échange, et elle monte au créneau. Enfin, je veux dire, elle organise des échanges individuels. Enfin, elle va en parler mieux que moi. Après, sur chaque problématique, on a des particularités. Quand on a un salarié qui vient nous rapporter un événement particulier, à nous de se saisir. Est-ce que c'est le cadre qu'on va voir directement? Est-ce que c'est directement la direction générale? En fonction des situations, on se saisit de la difficulté, et puis ensuite, on fait notre job. Alors, il faut aussi être le conseil de l'encadrement. Parce qu'on voit que les difficultés d'encadrement se répercutent sur le collectif de travail et sur l'individu. Le collectif de travail, quand on travaille dans le milieu hospitalier, c'est essentiel. Le soutien social, c'est essentiel. Les gens viennent travailler, alors que c'est dur, il y a des contraintes organisationnelles, des contraintes physiques, psychologiques. Travailler avec des patients, c'est compliqué, c'est difficile. Si vous n'avez pas de soutien social, le collectif, 12 heures, c'est très long. Donc on travaille avec l'encadrement. Quand on voit qu'il y a une vraie problématique de collectif de travail qui s'étend à plus qu'une personne, on va voir le cadre et on va pas l'incriminer parce que ça ne fonctionne pas. On va le voir et moi je dis que j'ai une petite boîte à outils et on teste ensemble. On essaye, on voit. On fait des réunions avec les équipes. Alors l'équipe paramédicale et administrative, l'équipe ensuite paramédicale, médicale et administrative. On ouvre petit à petit. Et en fait, il faut pareil, la confiance. Si vous avez la confiance du cadre, je vous assure que derrière, vous pouvez réorganiser un service et vous pouvez mettre des choses en place. Ça marche pas, c'est pas grave, on réadapte. Et puis, on donne des tips à l'encadrement. Il y a une manière de parler, la considération, la valorisation. C'est important quand on travaille dans le care. On va donner, voilà, des fois c'est des manières de se comporter, savoir-être, savoir-faire. Merci, bravo à toutes les deux. On reviendra peut-être, si vous voulez bien, tout à l'heure sur le débat justement de l'interaction entre les deux, parce qu'on peut pas séparer finalement l'organisation de la personne qui travaille et dans laquelle ça travaille. Alors voilà, donc on avait un exemple, et ce qu'on veut illustrer nous dans nos UX Forums, c'est qu'il n'y a pas un exemple, il y a des exemples et des pratiques de terrain, et qu'on peut pas cloner, calquer un truc en se disant tiens je vais faire la même chose chez moi, c'est globalement pas possible. En revanche, on peut s'inspirer des bonnes orientations, des bonnes pratiques, et aussi quelquefois des difficultés et des défis. Et donc ça va être